Faut-il ou pas travailler plus pour faire repartir la France? Est-ce que c'est une sottise, une ineptie ou encore plutôt une bonne idée? On en parle avec Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est surtout la droite qui remet ça sur la table. On a vu Christian Jacob prendre position, Bruno Retailleau, qui d'autre? Valérie Pécresse également. Épineuse question, j'ai envie de dire, donc de la durée du temps de travail, l'augmentation. On a vu que la CPME, évidemment, y était favorable. C'est un dossier, Mathieu, qui est toujours aussi clivant. Ce n'est pas un dossier qui est nouveau, toujours aussi clivant. On se rappelle que mi-avril, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, avait évoqué la question du temps de travail, des congés payés, des jours fériés. Il avait dû faire machine arrière. Donc c'est un sujet qui est toujours clivant et sensible. Sensible, voilà. Sensible. Oui, sensible. La question va se poser, certainement. La question de l'effort collectif va se poser aussi. On voit qu'on est dans une crise sans précédent, enfin, en tout cas en termes d'intensité de choc. Juste pour rappel, les pertes d'exploitation des entreprises sur 8 semaines, c'est plus de 40 milliards. Donc, de toute façon, on va se poser la question de maintenir ou pas les dispositifs d'aide aujourd'hui, de chômage partiel ou pas. La vitesse de reprise et les risques de faillite qui vont, c'est une course contre la montre qui risque de s'accroître. Donc, c'est comment on fait pour redresser l'économie. Voilà, comment on fait pour redresser l'économie. Et bien justement, est-ce que c'est, encore une fois, drôle d'idée, avait dit, je crois, Bruno Le Maire quand Geoffroy Roux de Bézieux avait mis ces questions sur la table, mais se dire qu'on donne un coup de collier supplémentaire pour aider à rattraper l'activité perdue, pour redonner un petit peu de productivité, de compétitivité, pas à toutes les boîtes, mais aux entreprises qui en ont besoin. Voilà. Donc c'est pour ça que ça va être extrêmement compliqué. Alors d'abord, il y a la question sensible, c'est-à-dire que beaucoup de salariés ont fait des efforts pendant la crise, pendant le confinement, ceux qui ont dû aller travailler, ceux qui ont été contraints, ceux qui étaient en télétravail où ça n'a pas toujours été facile. Donc c'est un peu ça aussi, peut-être dans l'équilibre et les rapports de force. C'est peut-être, est-ce que finalement déjà il n'y a pas eu des efforts qui ont été faits, donc il faut peut-être s'en rendre compte. C'est pas la chose, mais après ça va être très complexe parce que voyez bien que dans certains secteurs, on va être dans du chômage partiel, on souhaite qu'il soit maintenu pour éviter justement des faillites ou des destructions d'emplois importantes. Dans d'autres cadres, ça va être peut-être un vrai problème. C'est l'enjeu de dire, oui, mais il y aura peut-être des nécessités un peu exceptionnelles de reproduire, de capacité de production à développer face à une demande qui peut revenir assez vite. Et donc, il faudra peut-être des choses un peu exceptionnelles. Donc, il va falloir trouver une forme d'union autour de ça, je dirais presque des forces productives, que ce soit le patronat ou les syndicats. Donc le dialogue social va être central pour dire... Mais au cas par cas, dans les secteurs, dans les entreprises, et pas de manière généralisée. Non, je pense qu'on n'est pas dans une réponse structurelle pour le moment, on est dans des mesures d'urgence. Crise exceptionnelle, réponse exceptionnelle, c'est la question. Et comment cette réponse exceptionnelle peut être équilibrée? Pour moi, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle d'union des forces productives, c'est presque une forme d'union nationale autour de l'appareil productif. C'est dire aujourd'hui comment vous sauvez l'économie. Comment vous sauvez l'économie et qui va contribuer à sauver l'économie. Et comment on fait des efforts, y compris chez les salariés. Ça veut dire peut-être effectivement revoir temporairement des questions autour du temps de travail, autour des congés, si c'est une nécessité absolue. Et ça veut dire aussi comment s'engagent les entreprises, et en tout cas les patrons, autour de ça, par exemple pour préserver l'emploi, pour pas verser de dividendes, pour faire en sorte que l'effort partagé soit collectif et soit équilibré. C'est vraiment ça la question. C'est de trouver un partage équilibré dans cet effort qui risque d'être exceptionnel. Ouais. Mais qu'on comprenne bien, sur le fond, au-delà du fait que ça s'applique au cas par cas, ça on l'a compris, en quoi travailler plus peut donner justement ce petit coup de fouet, ce coup de fouet à l'activité? Parce que si c'est pour travailler, j'ai n'importe quoi, passer de 35 à 40 heures sans augmentation de salaire, pour le salarié, il ne s'y retrouve pas. Il faut qu'il y ait un gain de pouvoir d'achat aussi, même si il n'est pas à la hauteur de nombre d'heures supplémentaires qui sont fournies. Voilà, la question va être autour de ça quand même. C'est-à-dire, une fois de plus, on n'est pas dans une réponse, est-ce que c'est bien ou pas bien les 35 heures il y a le déclencher la question des heures sup. C'est aujourd'hui, va se poser la question de comment on fait pour préserver l'emploi et quelles sont les marges de manœuvre des entreprises. Et face à tout ça, quel va être l'effort que vont devoir consacrer les salariés, et y compris les entreprises pour sauver leur peau, et y compris l'État qui va quand même mettre au pot. Donc
il va falloir trouver une ligne de crête qui va pas être simple. Effectivement, si vous avez des demandes exceptionnelles, peut-être qu'il faudra aussi avoir la possibilité d'avoir des capacités de production un peu exceptionnelles, d'étaler les horaires, dire si par exemple la demande revient très fortement en juillet-août, est-ce qu'on peut prendre nos vacances comme d'habitude? A priori non, ça va être quand même compliqué. Donc tout ça va devoir être négocié. Je pense que c'est branche par branche, ça ne doit pas être imposé. Je pense qu'une des issues, et peut-être que c'est aussi comme ça que le modèle allemand fonctionne plutôt bien, c'est qu'il y a des intérêts collectifs. Et aujourd'hui, il faut mettre en avant ces intérêts communs, y compris de la part du patronat, mais y compris de la part des syndicats et des salariés. C'est-à-dire que la question, c'est qu'on doit tirer dans la même direction. Et ça, c'est important. Donc, ça renvoie aussi à la question de la cogestion, etc. Donc, il y a une nécessité vraiment de trouver un consensus assez vite et une fois de plus branche par branche, que la réponse peut pas être juste globale. Mais justement, quelle branche pour le coup, Mathieu secteur par secteur, c'est très différent, quoi. Ouais, Mathieu, quelle branche pour le coup? Vous pensez quelles sont les branches qui pourraient bénéficier justement de cet effort supplémentaire de la part des salariés, à la fois en supprimant peut-être des congés payés ou des RTT ou en travaillant un peu plus ponctuellement? On imagine bien que c'est les secteurs qui ont été le plus mis à mal par la crise. Donc ça va être bien sûr les secteurs qui sont liés notamment à l'industrie, où potentiellement il va falloir refaire tourner quand même les capacités de production. On en est où aujourd'hui en déconfinement? Là, on est encore en sous-utilisation, mais c'est normal, c'est compliqué parce qu'il faut aussi respecter. Voilà, la question c'est est-ce que la production passe avant justement la question sanitaire, au risque de justement redéclencher une crise sanitaire et un reconfinement, ce qu'on souhaite tous éviter parce que la deuxième lame serait terrible. Donc il faut trouver le bon équilibre de façon à retrouver des capacités de production, un niveau de production assez rapidement, parce qu'une fois de plus, cette course contre la montre est très importante, mais en même temps, faire attention que vous avez toujours cette risque épidémique qui est une forme d'épée de Damoclès. Donc, cette réponse, elle doit être quand même assez intelligente et surtout collective. Et c'est vraiment là-dessus, j'insiste, c'est collectif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que dans cet effort collectif, tout le monde va devoir contribuer, quoi. Et ça, c'est important, et de façon assez intelligente, et pas croire que, par exemple, c'est le moment de dire les 35 heures, c'était une mauvaise réforme ou pas. On n'est même pas dans ce sujet-là, quoi. C'est comment on s'adapte dans cette situation d'urgence, surtout face à des risques de faillite en cascade, quoi, dans certains secteurs. Donc, peut-être la réponse va être, oui, d'avoir des situations de travail un peu exceptionnelles pendant un temps donné pour répondre à cette crise. Ouais, c'est ce que dit finalement cette ligne de crête qui n'est pas facile à trouver, c'est ce que dit Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, quand elle dit, je crois que c'était hier, que des négociations pourraient être engagées, encore une fois, au cas par cas, oui, à l'échelle des entreprises. Donc elle ne dit pas non, mais elle dit en même temps que ce n'est pas la priorité. Elle dit la priorité, c'est que tous les Français conservent aussi leur emploi. Donc elle dit que ce n'est pas la priorité de travailler plus, même si c'est, pourquoi pas, si besoin, à l'échelle des entreprises à négocier. Et en même temps, attention aussi à ce que les Français gardent leur emploi. On va dire, c'est la priorité numéro un. C'est éviter les faillites ou les licenciements de masse. Donc, il faut trouver la façon de faire. Oui, mais qui veut dire, qui dit aussi heures supplémentaires, enfin plus d'heures, dit peut-être aussi moins d'embauche. Mais ça peut être aussi des renégociations temporaires de temps de travail plus limité parce que vous avez une demande moindre et accepter un salaire moindre. Alors après, qui va encaisser le choc, etc. C'est compliqué parce que certains peuvent l'encaisser financièrement, d'autres beaucoup moins. Mais il y a un partage de crise à la fin. Soit l'État socialise tout, c'est-à-dire toutes ces pertes d'activité, met du chômage partiel, élargit même les dispositifs, et là c'est un coût budgétaire élevé, et donc après cette dette, il va falloir à un moment la régler d'une façon ou d'une autre, soit individuellement, c'est au niveau des entreprises qui trouvent une solution, c'est-à-dire que potentiellement ceux qui seront le plus réactifs, peut-être le plus habiles, et qui verront qu'il y a des intérêts communs entre l'entreprise et les salariés, s'en sortiront certainement mieux. Donc, et ça c'est vrai aussi au niveau national, mais c'est vrai entre les pays. Certainement les pays où il y a peut-être le dialogue social est meilleur, ou peut-être, moi je pense à la question de l'Allemagne ou des pays du Nord, vont peut-être comprendre que les enjeux sont communs. Et ça c'est un point important. Est-ce que le cadre juridique actuel permet, parce que quand on écoute la ministre du Travail, elle laisse entendre que les modifications qui ont été apportées à l'ordonnance, par l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars, justement, sur les congés payés, sur la durée du travail, sur les jours de repos, permet justement déjà d'améliorer la situation et donc de négocier directement en entreprise. C'est juste quand elle dit ça ? Alors voilà, je ne suis pas spécialiste pour vous dire définitivement que c'est le cas, oui, mais on peut penser que oui, il y a une certaine souplesse qui existe quand même et qui peut être en partie utilisée. La question, c'est est-ce qu'il faudra aller un cran plus loin ou pas? Qu'est-ce qui va se passer justement l'État qui va
continuer par exemple, dans le cadre des aides sectorielles qu'on peut imaginer, est-ce que ça va être aussi une des conditions, c'est de trouver un accord d'entreprise, par exemple? Est-ce que quand on va dire, par exemple, il y a des aides importantes dans certains secteurs qui vont être faites, comment cette aide, est-ce qu'elle peut être conditionnée à un accord d'entreprise pour faire que l'État met quelque chose, mais assurer aussi la pérennité de l'entreprise et de l'emploi. Et donc, quels sont les efforts qui vont être réalisés un peu au cas par cas? Je crois qu'on est face à un choc inédit, nouveau, très sectoriel, avec des impacts différenciés, beaucoup d'incertitudes, même on va dire à l'horizon d'un mois ou 2 mois, ce qui est quasiment jamais arrivé, et donc il faudra accepter une forme de souplesse, en tout cas face à cette réponse, et pas penser que les réponses sont structurelles surtout. Je ne crois pas que ce soit le moment de renégocier des choses sur 10 ans, 20 ans, c'est déjà être capable de réagir à court terme. L'Institut Montaigne s'est également emparé du sujet. Il y a quelques jours, proposait, think tank libéral, d'aller plus loin que ce qui est aujourd'hui prévu, notamment un ajustement en supprimant, par exemple, ils ont dit l'Ascension comme jour férié. Pourquoi pas? Pourquoi pas si une fois de plus, est-ce que c'est une mesure générale qu'il faut tout de suite? Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui peuvent pas travailler de toute façon. Ou qui sont contraints sur leur travail. Donc, supprimer un jour férié si vous pouvez pas aller au travail, c'est de toute façon pas très efficace. La question, c'est est-ce que pour certains secteurs qui doivent fermer d'habitude le jour férié, est-ce qu'on fait comme si c'était comme avant, quoi? C'est plutôt la question. Donc, une fois de plus, faire des réponses générales dans des cas où vous allez devoir justement, pour préserver l'emploi, justement réduire plutôt le temps de travail, faire du chômage partiel, éviter que justement il y ait beaucoup de destruction d'emplois, ne peut pas être comparable avec un secteur qui va être en tension et qui a besoin de produire très vite parce qu'il y a une nouvelle demande qui va arriver. Donc moi vraiment j'aurais tendance, alors c'est peut-être une réponse qui n'est pas très satisfaisante, mais dire qu'il faut regarder vraiment quasiment secteur par secteur, voire entreprise par entreprise. Donc à la question, faut-il faire, encore une fois, travailler plus pour faire repartir la France après 2 mois d'hibernation? Vous dites oui mais, quoi, c'est un oui mais. Travailler plus, c'est-à-dire que le oui mais, il est lié à l'effort collectif. Une fois de plus, c'est quel est l'engagement des entreprises sur le maintien de l'emploi et quelles sont les contreparties que les salariés peuvent accepter pour préserver ces emplois dans une situation d'extrême difficulté ou de risque très élevé de faillite ou de licenciement. Ouais. Et puis on appelait à l'intelligence collective des partenaires sociaux. Exactement, et c'est pour ça que les pays dans lesquels le dialogue social fonctionne bien, ou voilà, on pense plutôt aux pays nordiques, notamment, risquent en tout cas, tant mieux pour eux, d'avoir une longueur d'avance là-dessus. Si nous, on arrive sur des blocages, en comprenant que c'est des enjeux au jour le jour, hein, et que si dans un mois on n'est pas capable de trouver un accord avec des intérêts communs, la boîte peut faire faillite, quoi. Et là, c'est pour le coup, vous êtes du monde sur le carreau, quoi. Bon, merci en tout cas. Explication, point de vue signé Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée. Merci David. Au revoir. Bye.